Alors je vais parler un peu de beaucoup de choses et vous comprendrez à la fin pourquoi je parle de tout ça. Mais d'abord, bonne année. C'est la nouvelle année, donc il y a les résolutions de la bonne année. Pour certains, ça va être faire du sport. Ceux qui ont commencé de toute façon le 1er janvier ont probablement abandonné. On est quoi? On est le 6? Ouais, c'est bon, c'est foutu. Pour d'autres, c'est manger mieux. Et pour moi, c'est sortir un produit. Alors bon, je vous montrerai à la fin. Mais avant de sortir le produit, je déménage au Japon dans 2 semaines. Et j'ai un peu autre chose à faire que d'écrire une présentation, de chercher les images pour faire cette présentation, et de travailler. Surtout que j'ai arrêté mon client au 31 décembre, donc ça fait moins d'1 semaine que je suis libre de faire tout ce qu'il faut pour déménager. Et donc, comment ? J'ai arrêté mon client, comme ça. Paf ! J'en avais tellement marre que, bam, à la nouvelle année, c'est foutu. Donc voilà, pour ceux qui ont déjà visité Osaka, c'est l'emblème d'Osaka, on va dire. Mais je vais vous parler déjà de la France et de ma vie en France. Bon, ma vie en France, j'ai bientôt 30 ans, mais je me souviens pas trop bien de mes 10 premières années. Donc je vais vous parler des 20 dernières années que j'ai vécues. Et surtout de la révolution, ma révolution, qui a changé toute ma vie au final. Le CD AOL qui m'a permis d'avoir Internet à la maison. Alors, avant, on va remonter encore un peu plus pour faire vraiment 20 ans. Et puis voilà, mon premier PC, un 486DX avec Windows 3.1. Enfin, c'était pas le mien, c'était celui de mon père. Mon père, il venait d'acheter une nouvelle pharmacie, il n'avait pas assez d'argent, donc il a fait sa compta lui-même. Il se dit, bon, je fais ma compta moi-même, je vais m'acheter Ciel Compta sur un PC. Ça existait il y a 20 ans, Ciel Compta, quoi. Et c'est toujours utilisé par plein de monde, c'est assez hallucinant. Bon, moi, je jouais au démineur, au solitaire, et puis à Doom aussi. Ouais. C'était jouissif. Puis ensuite, j'ai eu une carte son. Donc, vous avez dans votre iPhone probablement une carte son. Avant, c'était ça. C'était plus grand qu'une carte graphique. Je comprends même pas comment c'est possible. Bon, voilà. Et ça m'a permis de jouer à Alone in the Dark. C'était trop bien. Puis ensuite, j'ai eu Windows 95, la révolution. Avec des disquettes. Pas beaucoup de disquettes. Je crois que j'en avais plus quand même. Et puis le lecteur de CD, qui m'a permis d'acheter Little Big Adventure. Ouais, génial, mon premier jeu sur CD. Ouais. Mais ça m'a aussi permis d'avoir mes CD AOL. Et puis j'ai eu une carte d'accélération 3D. On ne disait pas une carte graphique à l'époque. C'était has-been. Parce que j'ai cherché une comparaison des graphismes sans et avec, j'ai eu du mal à trouver. Donc en plus sur les slides, on voit pas. Mais c'était une révolution, quoi. C'était même pour Doom, quand je suis passé d'un 486 à un Pentium, les textures étaient devenues lisses. Et c'était des révolutions à l'époque. Le modem aussi. Un modem, et celui-là, c'est pas un 56K, c'est un 14K. Je vais vous dire que ça va pas très vite. Et alors j'ai trouvé sur la page Wikipédia des modems, j'ai trouvé cette photo qui est totalement... Je connais pas, je sais pas ce que c'est, mais apparemment, tu mets un téléphone sur un truc qui se connecte à un ordi, et ça éteint Internet, c'est génial. Franchement, c'est... Et encore, le cadran est à bouton. Je me suis dit, peut-être qu'on va avoir un cadran à rotation, là. Non, quand même. Et puis, le temps des Sims, je vous parle de ça parce que un de mes premiers sites, à part les petits sites pourris qu'on faisait avec quelques GIFs animés, parce que maintenant on dit GIF, je vous le dis comme ça. Mon site perso avec des flammes, avec des panneaux en construction. Non, mon premier vrai site, c'était un site sur les Sims. Donc on pouvait télécharger des papiers peints, des trucs et des machins. Et j'avais mis de la pub. C'était de la pub eBazaar. Et la pub eBazaar, le truc c'est qu'à chaque clic, on gagnait 1 franc. Et que comme on était sur du modem 56K et autres, on se déconnectait, on se reconnectait, on recliquait, et on avait 1 franc supplémentaire. Et donc, aidé de mes amis, on cliquait tout le mois et j'ai gagné vraiment plus d'argent de poche que ce que mes parents donnaient. Et puis ensuite,
Ensuite, j'ai eu un site d'émulation, donc je donnais des ROMs gratuitement. J'étais hyper populaire, j'avais des milliers de visites, j'ai jamais eu autant de visites de ma vie. Et pour la Nintendo 64, j'avais mis un Halo Pass. Donc les gens qui voulaient télécharger une ROM N64, boum, tu payes. Je gagnais, je sais pas, 300 € par mois. J'avais 16 ans, un truc comme ça. Mais à l'époque, on était en l'an 2000, hein, à cette époque-là. Dans les villages voisins, il y avait la DSL, et moi, 56K. Alors, télécharger des ROM, maintenant, on s'imagine pas, mais 50 mégas en 56K, c'était hyper long. Et en plus, on avait... Donc, ouais, j'ai gagné plein d'argent. On avait Helico, c'est Multimania qui nous offrait 100 mégas, et qui fermait les comptes parce que j'avais trop de ROMs dessus et qu'ils le voyaient. Donc, bon, j'avais assez d'argent, donc je me suis même pris un serveur dédié à la fin. Donc, j'avais un serveur dédié où je mettais mes ROMs. Alors, le serveur dédié, c'était sur une société qui s'appelait Oxide, et dont le stagiaire est maintenant le chef produit de Online, des serveurs dédiés chez Online. Et à l'époque, c'était un stagiaire sous-payé qui faisait les choses 3 mois en retard. Hein, mais bon, voilà. Et son patron qui était un gros con, soit dit en passant. Et bon, je suis resté avec mon Wanadu. Donc ça, c'est les premières galères, les galères d'hébergement. La deuxième galère, c'était ça. Pas pour moi, mais pour ma sœur. Parce qu'en 56K, tous les ordinateurs n'avaient pas Internet. Et on avait réussi à avoir un petit système où on avait plusieurs ordinateurs connectés au même modem, mais une fois que tu te connectais, c'était un ordinateur qui avait la connexion, pas les autres. Donc, à la fin du dîner, c'était le premier dans sa chambre qui avait la connexion. Bon, ma sœur, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait sur ICQ, elle cherchait les mecs de 18 ans, elle était bien plus jeune à l'époque, et elle chattait, et tandis que moi, j'étais obligé d'attendre, d'avoir la connexion pour pouvoir travailler et gagner de l'argent. C'est les filles. Non, il y a des filles qui travaillent. C'est ça ma sœur plutôt. Et puis la troisième galère, c'était PHP. À l'époque, si on voulait pas payer trop cher et faire des choses, bon, il y avait le Perl pour les puristes, puis il y avait le PHP pour les pauvres, quoi. Et alors, bon, là, on voit pas trop bien le code, surtout au fond, mais c'est exécrable. C'est-à-dire que y a de l'injection SQL, il y a du HTML dans le code, il y a tellement de choses. Et c'est donc phpdebutant.org, un peu le site de référence quand tu voulais apprendre PHP en l'an 2000, quoi. Et... Peut-être. Mais c'était des tutoriels comme ça, avec des tonnes de failles de sécurité qu'on nous donnait comme exemple de code. Et donc, pendant des années, j'ai appris à coder comme ça. Heureusement, j'ai dû faire une école après qui m'a appris les bonnes méthodes, parce que sinon... Voilà. Et puis en 2006, enfin, j'en avais tellement marre de PHP. Même en apprenant les bonnes méthodes pratiques, en faisant des cours d'XP programming, donc extreme programming, de l'agile et ce genre de choses avec des amis sur l'île, qui avaient des sociétés qui faisaient plein de PHP, qui font toujours du PHP. Toujours des gens qui font du PHP, j'admire leur courage. Et puis bon, voilà, j'en avais marre et j'ai découvert Rails, ça commençait, il y avait un peu la hype qui commençait. Ça a juste totalement changé ma vie. Et mes petites notes. Voilà. Et avec Ruby on Rails arrivent les Pizza on Rails. Les Pizza on Rails, c'est les premiers meet-up Ruby, au final. C'était 10 personnes qui se rencontraient sur Paris de temps en temps, qui mangeaient quelques pizzas. Bon, il y avait probablement beaucoup moins de pizzas que maintenant. Et on se marrait bien. Et ça a été super génial parce que tous les gens qui ont y participé se sont refilés des boulots et ça m'a super aidé dans ma carrière grâce à ça. J'ai parlé à Paris on Rails en 2007 sans avoir même à écrire un call to paper ou toutes ces choses-là, c'était trop bien. Et c'est grâce à ça que j'ai eu tous mes clients, que j'ai pu créer ma web agency.
qu'ensuite j'ai pu avoir tous les clients sans jamais chercher de clients en fait. Donc c'est trop bien. Et les meet-up Ruby par IRB, merci Sylvain, merci Thibaut, merci tous ceux qui organisent, parce que grâce à eux, on a plein de travail, enfin j'ai eu plein de travail en tout cas. Et Thibaut aussi, hein, je veux pas dire. Et je me rappelle même qu'on était en avance, on a contacté Sylvain, on voulait l'embaucher. Et puis il a décidé de créer sa boîte, et avec le succès qu'il a maintenant. Mais à l'époque, on voulait le faire stagiaire dans notre société. Donc les choses changent. Hein. Voilà. Récemment, il y a eu un petit article de The Verge sur Facebook is the new AOL. Parce que les gens qui ont eu AOL avec leur navigateur intégré, il y avait donc le Messenger, les emails, tout était intégré. Mais Facebook, au final, c'est à peu près la même chose. À peu près tous les logiciels de messagerie instantanée que j'ai utilisés, c'était ICQ. Ensuite, j'ai utilisé IM. Les gens ont migré au fur et à mesure sur... Oh, il y a des smileys sur MSN Messenger, ouais, allons sur MSN Messenger. Mes amis sont tous sur Facebook, on va aller sur Facebook. Même chose au niveau des solutions de paiement, j'ai eu Allopass, la petite solution du pauvre qui me permettait de le faire sans avoir de compte bancaire. Ensuite PayPal, et puis il a fallu attendre pas mal de temps, on a dû galérer avec les plateformes de paiement un peu plus haut de gamme. Et puis Stripe est arrivé et ça a quand même vachement changé les choses. On n'a plus des paiements qui sont bloqués juste pour aucune raison. Même chose, quand j'étais en seconde, notre classe de seconde avait un channel IRC. C'était assez hallucinant. C'était que des gens qui jouaient à Counter-Strike, c'était peut-être pour ça aussi. Et IRC, enfin ça reste encore vachement utilisé. C'est un truc qui n'a jamais été détrôné. Alors, professionnellement, il y a pas mal de boîtes qui ont utilisé Campfire de Basecamp 37 Signals. Je fais n'importe quoi sur le... Voilà. Et puis, il y a eu un petit moment HipChat qui a eu un petit succès, mais Slack est en train de bien monter parce qu'il propose des channels gratuits et plus de fonctionnalités finalement qu'IRC. Donc, au final, il y a plein de solutions que j'utilisais qui ont été remplacées par d'autres solutions que j'utilise maintenant, mais qui, au final, au niveau fonctionnalité, au niveau... ont des meilleures fonctionnalités, on en supprimé d'autres. Mais les choses restent, on va dire, la base reste la même chose. Il y a de l'innovation, mais il n'y a pas de révolution. Et l'exemple de Facebook is the new AOL en est l'exemple. Il y a une évolution, il y a de l'innovation, il y a une adaptation aux besoins actuels, mais il n'y a pas une révolution. Et c'est comme pour ParisRB maintenant, qui est une pâle copie de Pete Rails. Hein. Même chose pour les newsgroups au début, dans les années 90. Et puis il y a eu des solutions, donc Google Groups ou les forums. Puis maintenant, il y a Discourse qui essaye de percer et qui est une bonne solution. Il y a un Discourse ParisRB sur lequel vous pouvez aller discuter avec les autres personnes de ParisRB. Et pour le code, programmation, truc dur. Hein, ouais, j'ai commencé par FrontPage, bien sûr. FrontPage 98, ou un truc comme ça, 3.1, je sais plus. Et puis ensuite FrontPage 2000. Wow, révolution. Et puis Dreamweaver. J'ai commencé du PHP avec Dreamweaver. Ensuite, j'ai vraiment utilisé un éditeur, et puis j'ai fait du PHP. Et puis ensuite Rails, et puis depuis quelques temps, je fais un peu plus de Go, et comme j'aime pas faire du HTML en Go, je fais du Ember.js, parce que j'aime pas Angular, et que Ember, c'est bien. Mais au final, est-ce que j'ai plus de fonctionnalités que FrontPage ? Oui, bien sûr, mais j'ai pas plus de fonctionnalités que PHP. Par contre, ça me fait vachement plus plaisir de faire du Rails ou même du Go et du Ember.js que du PHP. Même chose, on va pas révolutionner. Les langages de programmation ont plein de nouvelles fonctionnalités. Oh, Rust, c'est génial pour ça, c'est ça. Oh, Elixir, essayez tous Elixir, machin. Il y a il y a de la recherche qui est faite et il y a de l'innovation. Après, ça ne va pas vous changer fondamentalement la manière dont vous allez travailler. Et tous vos outils sont comme ça. Ce qui fait que mon produit, je l'ai trouvé comme ça.
j'ai des outils que j'utilise. C'est non trivial, c'est pas un truc que que je peux refaire en 2 heures. C'est important dans mon travail. Et ça a des problèmes. Alors, tu le simplifies, tu supprimes tout ce qui ne va pas, tu rajoutes ce que tu as envie, et tu le sors. C'est pas moi qui ai trouvé ça, c'est Mike Perham, peut-être que je le prononce mal, mais je suis pas un super as des noms. C'est le créateur de Sidekick. Avant Sidekick, pour ceux qui connaissent pas Sidekick, c'est une queue en Rails qui vous permet de faire des jobs asynchrones et de les manager d'une bonne manière. Avant, il y avait Rescue qui avait été fait par les mecs de GitHub. Donc, tu te dis, pourquoi ils feraient ça? Parce que Rescue avait un problème de performance hallucinant. Et avant, c'était des solutions qui vous permettiez de faire des jobs asynchrones. Mais c'était vachement plus mauvais que ce qu'il y a maintenant. Et donc, ce créateur de Sidekick a créé ensuite une version pro qu'il a vendue. Et en 2014, il a fait environ 175 000 $ avec de l'open source, une petite partie pro. Et il a décidé de refaire la même chose. Et donc, il a créé un nouveau Monit. Donc, Monit pour monitorer ses processus, qui a ses avantages et ses inconvénients. Il s'est dit, je vais en refaire un. Il fait une version open source et une version payante. Mais ça marche aussi avec du SaaS, avec plein de choses. Regardez Job Board Maker. C'est pas une révolution. Mais pour les meet-up, c'est vachement bien. Tous les meet-up qui veulent un job board parce que Thibaut, il est assailli. Ah, tu pourrais pas publier notre annonce de job. C'est chiant. C'est chiant. Automatisons-le. Job Board Maker. Bravo Thibaut. On peut tous l'applaudir. Allez, applaudissons-le. Comment je te fais de la pub? Ce sera 100 €. Alors moi, je commence un peu plus... J'ai tout un plan sur 3 ans de ce qui va être trop bien. Mais je commence par un petit framework Go en open source. Pardon, je marche dessus tout le temps. Et ça s'appelle Stack. C'est sur GitHub. Et pour l'instant, c'est qu'une preview qu'il y a. Mais dans 2-3 semaines, quand j'aurai fini de déménager, quand j'aurai fini de faire des cartons, d'aller dans les administrations publiques et de passer mes journées à essayer d'avoir un tampon sur un papier, je pourrais sortir les trucs qui sont super bien. C'est un framework, ça fait des API, ça fait pas d'HTML, ça rend pas d'HTML. Ça se concentre sur faire des API avec un minimum de code, mais avec un maximum de fonctionnalités. Et ça va être génial. Et c'est en Go. Et c'est pas révolutionnaire, mais c'est innovant. Et j'ai simplifié les choses qui existaient déjà. J'ai ajouté des fonctionnalités qui sont super. Et je pense que ce sera dans le futur super génial. Et voilà, c'était ma présentation sur pourquoi le produit que je fais pour 2015 et l'évolution de tous les outils que vous utilisez. C'est une nostalgie. Pour ceux qui ont connu tout ça, sûrement pas tout le monde qui a connu ça, mais voilà. Tout le monde connaît Doom. Les gens qui ont joué que à Doom 3, ils sont trop jeunes. Voilà, c'est tout. Je peux faire des questions? Quelqu'un a une question? C'est pas un talk à questions, mais pourquoi pas, tu vois. Genre, pourquoi t'as utilisé Go? Pourquoi t'as pas utilisé Ruby alors que c'est trop bien? Pourquoi? Pourquoi j'ai pas utilisé Ruby? Parce qu'en fait, je commençais à faire des API avec Rails, avec Sinatra ou avec d'autres choses. Et en fait, je fais du TDD et il y a plein de choses qui me faisaient chier dans un langage dynamique. Et je voulais réutiliser un langage statique. Ça tombe bien, il y en a plein de nouveaux qui se sont créés ces derniers temps. Et donc j'ai testé Go parce que je voulais un truc simple et qu'il y avait déjà du momentum dessus. Et voilà. Et j'ai trouvé que c'était bien et que les perfs sont meilleurs et qu'on n'est pas obligé de coder 30 millions de lignes.
Juste une petite question. Comment on fait pour apprendre à faire, par exemple, je sais pas, un serveur web en Go ou des trucs comme ça? Bon, je te rends tes 100 euros. Mais vous allez sur mon site, nicolasmerous.com. J'y connais rien, mais je connais quelqu'un qui travaille sur la réalité augmentée. Et je lui ai dit de venir, viens, Ruby, Rise, tout ça, tu vas vite comprendre, puisqu'il a fait des études blindées. Et il a regardé un petit peu, etc. Est-ce que donc ça pourrait, ce que tu es en train de préparer, est-ce que ça pourrait aider pour quelqu'un qui veut travailler sur la réalité augmentée? Oui, je vois. Moi, je suis spécialisé dans le web. J'ai toujours fait du web, c'est pour ça que j'ai connu PHP, Rails. C'est toujours ce qui m'a un peu pas intéressé. Alors que la réalité augmentée, ce sera plus des choses qui n'ont pas trop à voir avec mon... Oui, oui, non, mais je comprends. Mais on peut, oui, Ruby, on peut utiliser Ruby Motion, qui est super bien et qui permet de faire des applications iOS ou mobile. Mais... Ouais, mais ton service, il peut être intéressant au niveau des API, tu vois. Oui, tout à fait. Moi, ce que je suis en train de développer avec ça, c'est qu'on puisse automatiquement faire une API serveur, c'est-à-dire on a une base de données avec des données, automatiquement, on peut y accéder depuis une application mobile, desktop, web, tout ce qu'on veut, sans pouvoir avoir à tout coder, parce qu'en fait, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont à refaire, mais exactement la même chose à chaque fois, et je veux faire en sorte... d'améliorer les choses. Et donc, oui, dans ce cas-là, c'est utile. Donc, tu as donné l'exemple du type qui a fait Sidekick et qui s'est fait un paquet d'oseille là-dessus, en ayant une version open source donc, et des services pro plus alpha. Et je voulais juste savoir si, avec Stack, donc un framework qui ressemble à Rails, mais pour les API, quoi, tu avais déjà un plan pour faire de l'oseille dessus, quoi, ou si tu étais juste un bénévole. Non, j'ai arrêté d'être bénévole il y a quelques temps. Quand on m'a promis une caisse de champagne pour un site internet, on me l'a jamais donné, donc j'ai arrêté à ce niveau-là. Plus sérieusement, oui, il y a un plan. Il y a un plan en version pro. Si ça devient populaire, il y aura une version pro. Alors, bon, il y a toujours le support. On peut toujours faire du support. Ce que je ferai probablement, c'est donc comme pour Passenger, donc pour ceux qui ne connaissent pas Passenger, serveur web pour utiliser Rails, il y a une version open source et une version payante. La version payante, c'est des fonctionnalités qui sont dédiées pour des sociétés, pour des gros produits qui ont beaucoup de visiteurs, qui ont besoin d'avoir un truc plus, pas performant, mais plus redondant ou ce genre de choses. C'est un peu ça que je vais essayer avec Stack, c'est que si ça devient populaire, dans la version pro, il y aura des choses qui sont faites pour les pros et pas pour les développeurs qui veulent faire des petits services avec quelques centaines de hits par jour. Moi, j'aime bien cette façon de faire parce que il y a un projet open source qui fait payer l'authentification. Je trouve que si tu construis une API et que tu es obligé de payer pour faire de l'authentification, enfin, il n'y a pas beaucoup d'API publiques, tu n'as pas besoin de clés d'authentification, de choses comme ça. Donc c'est ahurissant de faire payer des fonctionnalités aussi essentielles, alors que tu as un projet open source, donc c'est complètement incroyable. Donc moi, mon but, c'est de faire un projet open source qui puisse être utilisé pour des applications en production, mais d'avoir des fonctionnalités qui sont complexes et qui ne peuvent pas être faites en open source et être maintenues en open source sans un travail qui est assez long et qui est fait pour les professionnels qui en ont besoin, pour ceux qui ont l'argent en fait. Je ne vais pas faire payer l'authentification, je ne vais pas faire payer... je trouve ça complètement ahurissant. Surtout, si tout est payant, bon voilà, c'est bon. Mais s'il y a une partie open source, faire payer des fonctionnalités essentielles me paraît complètement fou. D'autres questions? D'autres remarques? D'autres choses pas claires? Non? Bonsoir. On va supposer que je travaille dans une très grande entreprise, que je suis un fan de l'open source, que j'ai découvert ton produit magique, miraculeux, et
qui me raconte un conte absolument merveilleux, que je vais pouvoir capturer des dinosaures et des grands dragons avec, et des licornes, pour les filles, bien sûr. Comment je fais passer ça auprès des fourches codines de ma DSI et de mes gens qui, quand je vais leur dire go, ils vont dire quoi? Tu vas aller où? J'ai pas compris. Répète. Tu étais censé parler français. Ce genre d'entreprise n'est pas ma cible. Ma cible, c'est les startups en devenir et surtout les petites agences de développement de 5 à 10 personnes qui ont un budget en flux tendu quasiment. Et qui aimeraient bien faire plus de profit sur des choses qu'ils refont tous les mois pour différents clients. Ils ont 10 clients par an et ils font des API pour 10 clients et à chaque fois ils refont la moitié des choses et donc ils ont besoin d'une solution pour les aider et c'est ce marché que je vise là puisque une société qui à moins que des grosses entreprises fassent 50 ou 100 applications, ils en ont souvent assez peu et ils auront largement le budget. Ça dépend des sociétés, je sais bien. Non, mais je parle plus des sociétés web qui font purement du web, qui n'ont pas forcément tellement d'applications que ça et qui n'ont donc pas un besoin de refaire les mêmes choses tous les mois. C'est plus même des agences marketing qui embauchent quelques mauvais freelances et qui pourront embaucher un peu moins de mauvais freelances et avoir un software d'un peu meilleure qualité. Ok, on va arrêter là les questions parce que sinon on a encore 3 talks. Donc merci encore Nico, c'était ta dernière presse avant de partir au Japon. Donc j'espère que tu vas revenir bientôt. Donc, bon en tout cas, de toute façon tu repasses bientôt, donc quand tu repasses tu refais des presses. À l'occasion quoi. On applaudit bien fort Nicolas Mérouz.